Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue en direct sur Public Sénat. L'été sera culturel, une fois encore. Les festivals se multiplient à travers la France. L'occasion pour nous de se pencher sur ce que sera la politique culturelle du gouvernement. Un programme d'émancipation pour Emmanuel Macron qui pourrait lui aussi se heurter aux barrières budgétaires. Notre débat est à suivre avec nos invités. C'est à la base aérienne d'Istres que ce même Emmanuel Macron a tenté de renouer les liens avec le monde militaire. Le président a justifié ses choix et réaffirmé ses objectifs. Il n'empêche, la démission de Pierre de Villiers laissera des traces. Premier bilan d'un peu plus de 2 mois de présidente Macron. Nous le ferons dans le match des idées avec le politologue Laurent Bouvet et le spécialiste de communication Nicolas Boudot du cabinet Tilder. Mais tout de suite, vous le savez, c'est l'heure du tour de l'info. Il est signé ce soir Mounir Soussi. Le budget de l'armée ne se résume pas qu'aux équipements. Le patrimoine immobilier est un poste central, mais aujourd'hui délaissé selon un rapport de la Commission des finances du Sénat. Ce que je constate, c'est que l'immobilier du quotidien n'est pas entretenu. On a privilégié l'opérationnel et je peux le concevoir. On a été au plus vite. Mais si je prends la base de Toulon, par exemple, aujourd'hui, le budget de l'armée supporte 3 millions de factures d'eau, dont 2 sont liées à des fuites d'eau parce qu'on n'est pas en état de réparer le réseau d'eau. Pour la Commission des finances, les besoins du budget patrimoine des armées sont estimés à 2,5 milliards d'euros. Un élément de plus dans le casse-tête budgétaire qui attend le gouvernement. Polémique. Après la fronde des associations féministes, Marlène Schiappa tente de rassurer. La secrétaire d'État à l'égalité homme-femme affirme que les économies prévues par le gouvernement n'affecteront pas les associations. La révélation d'un projet de décret proposant une baisse de 25% de son budget avait suscité l'inquiétude. Non, pour l'instant, il n'y a pas d'arbitrage qui ait été rendu concernant les budgets. Le budget du secrétariat d'État chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes, il est en cours de construction. Donc les arbitrages ne sont pas rendus. De surcroît, on est en train d'ajouter un certain nombre de budgets provenant d'autres ministères avec le travail de l'interministérialité, ce qui est l'intérêt d'un secrétariat d'État rattaché à Matignon. Donc pour l'instant, il n'y a pas de chiffres exacts concernant la construction de ce budget. En séance. Le président de la République est venu ici, au Sénat, se faire porteur de mauvaises nouvelles pour les collectivités locales. Une baisse de 13 milliards d'euros de leurs dépenses, une suppression de la taxe d'habitation et une baisse du nombre d'élus locaux. Tout à l'heure, mon collègue Gérald Darmanin avait amené son petit cahier. Moi, j'ai amené mon petit compteur. C'est le niveau de la dette publique. Et vous voyez que chaque seconde, il s'accroît de 2 655 € et que donc, évidemment, nous avons à réduire la dépense publique. Justice. La révélation de l'affaire des assistants parlementaires avait entraîné la démission de 3 ministres du gouvernement. Le parquet de Paris ouvre une information judiciaire pour abus de confiance et escroquerie. Les juges vont poursuivre l'enquête sur un financement d'emplois présumés fictifs de salariés permanents du MoDem, payés par des fonds du Parlement européen. Déclaration. La France est une puissance militaire, elle est une puissance diplomatique, économique, culturelle, elle est aussi une grande puissance agricole. Et si le président de la République a voulu ces États généraux, s'il a souhaité en faire un des axes prioritaires de son action, c'est d'abord pour le dire, pour le répéter, pour l'assumer, pour le défendre. Pour en être fier. Pour rappeler que cette puissance agricole est au fond un élément de notre souveraineté nationale. En France. La fin d'une discrimination. À partir du 1er janvier 2018, les personnes porteuses du VIH pourront recevoir des soins funéraires après leur décès. Le décret du ministère de la Santé met fin à une interdiction en vigueur depuis 1986. Les associations saluent une décision qui facilitera le processus de deuil des familles. Bien sûr, vous l'avez remarqué, l'été est là et bien là, une période bien sûr propice à la détente, mais également
à l'ouverture vers toutes ces richesses culturelles que compte la France. Cette année encore, par exemple, les festivals, les mastodontes, comme les plus humbles, vont colorer de musique, de théâtre et de poésie bien des territoires. L'été sera donc aussi culturel, et c'est de culture et de politique culturelle dont nous allons débattre avec nos invités ce soir que j'ai le plaisir de vous présenter. Bonsoir Catherine Morin-Desailly. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes sénatrice UDI de Seine-Maritime et que vous présidez ici au Sénat la commission de la culture, de l'éducation et de la communication. En face de vous, je vous présente Stéphanie Villers. Vous êtes chef économiste du groupe de protection sociale Humanis. Bonsoir. Parce que la culture, c'est aussi de l'économie. On en reparlera tout à l'heure. À vos côtés, Julie Sauret, merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes consultante culturelle. Catherine Morin-Desailly, je le disais en introduction, ces festivals, plus de 2000, je crois, sur les territoires français au cours de cet été. C'est un chiffre énorme. Comment vous expliquez un tel succès qui dure maintenant depuis beaucoup d'années? C'est un chiffre important, oui, parce qu'on a eu des politiques très propices à la création, à l'organisation et au développement de telles manifestations. C'est aussi le résultat de politiques culturelles, territoriales, très volontaristes. Parce que là, c'est les communes qui mettent la main à la pâte. Départements, régions consacrent beaucoup d'argent à l'organisation de ces festivals. D'ailleurs, je voudrais dire que l'État, lors du précédent quinquennat, s'était un peu rétracté dans sa participation au festival, avait fait une revue des festivals en quelque sorte, mais les collectivités territoriales, parce que c'est un élément d'attractivité de leur territoire, notamment pour les politiques touristiques, pour les politiques aussi d'animation et de soutien à la création, ont maintenu un certain niveau d'effort, il faut le reconnaître. Et le public, il suit toujours. Le public est au rendez-vous, bien entendu. Et c'est important. C'est important parce que le festival, c'est aussi le point d'orgue d'une politique culturelle qui se fait tout au long d'une année. On voit des politiques, par exemple, en faveur des musiques actuelles, et puis l'été, c'est l'occasion de l'explosion, de la rencontre, de différentes manifestations, notamment gratuites et en plein air. Est-ce qu'il y a une économie des festivals en France pendant cette période estivale? Alors on regarde, nous, globalement, en fait, ce que ça représente au niveau de la dépense publique. On mesure la culture au sens général, c'est à peu près 3% de la dépense publique, donc 1,5% du PIB. Donc ça peut sembler petit, mais ça représente quand même un peu le budget de l'État pour la culture, c'est 10 milliards d'euros cette année, en 2017. Donc c'est quand même une somme qui est allouée à ces différents événements culturels. Julie Sauret, les festivals, j'allais dire à la française, c'est une spécificité française? Il y en a tellement. Alors, ce n'est pas une spécificité, mais c'est vrai que la France est particulièrement renommée. Et récemment, là, il y a 2 jours, je crois, est passé en numéro 1 du soft power, qui ne concerne pas que le culturel, mais l'image culturelle de la France est très importante. Et les festivals sont importants parce qu'ils rassemblent souvent à la fois des artistes, mais aussi beaucoup de bénévoles. Et donc, ils peuvent agir sur l'action locale et mobiliser toute une communauté. Donc ça, je pense que c'est très important. Après, si je peux ajouter un point, c'est que parfois le problème des gros festivals, par exemple les Francopholies de La Rochelle, qui ont été rachetés par un peu des mastodontes, peuvent un peu perdre l'âme d'un festival où parfois ils négocient des contrats d'exclusivité avec les artistes, et au détriment de petits festivals qui pouvaient en profiter et qui perdent un peu de leur aura à ce moment-là. Heureusement, il en reste beaucoup d'autres. Oui. Catherine Morin-Desailly, on est en pleine période budgétaire, on parle beaucoup d'argent en ce moment. Au plus haut niveau de l'État, on parle en particulier de ces collectivités locales qui vont être soumises à un régime plutôt sec au cours des années à venir. 13 milliards à économiser dans les 3 ou 4 années du quinquennat. Est-ce que ce type de coupe budgétaire, en tout cas d'économie budgétaire, peut avoir une influence sur l'action des collectivités locales en matière culturelle? Vous en parliez à l'instant. Oui, je crois que ça en aura une, parce que si on examine ce qui s'est passé dans les années écoulées, où il y a eu un effort conséquent demandé aux collectivités territoriales, on peut noter, l'Observatoire des politiques culturelles de Grenoble d'ailleurs en faisait état et un bilan, que c'est une réduction de l'ordre de 5 à 10%, souvent des budgets culturels, selon les villes, les départements, les régions. Ce qui est loin d'être négligeable. Ce qui est loin d'être négligeable. Donc là, un effort tel que celui-ci va pas être sans poser de problème. Et quand le président de la République disait dans son programme de campagne « Je stabiliserai le budget de la culture »,
culture, il ne faut pas oublier que le budget de la culture, c'est pas seulement le budget de l'État, du ministère de la Culture. Les collectivités territoriales financent pour 2/3 la culture. Donc, réduire les dotations aux collectivités, c'est forcément, de toute façon, faire baisser globalement le budget pour la culture. Alors le Sénat est très actif, et en particulier votre commission que vous présidez, la commission de la culture, en matière culturelle évidemment, en particulier vis-à-vis des collectivités locales. C'est notre cœur de métier. Bien entendu, et le Sénat pousse les collectivités à mieux faire, à plus faire et faire plus efficacement. En particulier lors de ces rencontres annuelles que vous avez décidées au niveau de la Commission, au sein par exemple des régions, pour parler de culture au moins une fois par an. Oui, c'est-à-dire que s'est-il passé? Il y a eu la loi Nouvelle Organisation Territoriale de la République. Je sais si on en a parlé ici. Voilà, qui a redéfini les compétences de chacun. Et chaque niveau de collectivité territoriale, pour bien expliquer aux téléspectateurs, communes, départements, régions, a souhaité garder la compétence culturelle. Elle n'est pas obligatoire, mais ils ont souhaité la garder pour la partager. Dans des temps de difficultés budgétaires partagées. Le risque, c'est que, comme elle n'est pas non plus obligatoire, mais qu'elle est partagée, c'est que finalement on se refile un petit peu la patate chaude, pardonnez-moi cette expression un peu familière, et que des pans entiers de politique culturelle tombent si personne ne se préoccupe de poursuivre. Donc on a fait voter dans le cadre de cette loi un amendement que j'avais déposé pour finalement que les conférences territoriales de l'action publique, qui doivent se réunir sous la responsabilité des présidents de région, du président de région, inscrivent à l'ordre du jour au moins une fois par an la question culturelle. Pour comment on se préoccupe de la culture et qu'on veille à ce que, voilà, il y ait une continuité, qu'on recherche ensemble à la fois les solutions et qu'on porte ensemble des ambitions. Alors, mesdames, je voudrais qu'on s'arrête un instant sur la visite qu'a fait Emmanuel Macron il y a quelques jours. Ce n'était pas à Avignon. On aurait pu imaginer qu'il aille au grand festival d'Avignon. On parlait de mastodonte tout à l'heure, comme il est presque de tradition pour un président de la République. Il est allé à Arles. À Arles, c'est une ville intéressante parce que non seulement il y a des initiatives publiques très fortes qui agissent dans différentes institutions, il y a également des institutions, j'allais dire privées, je pense aux éditions Actes Sud, je pense au disque Harmonia Mundi, la municipalité également est très active en la matière, et tout ça forme un cocktail. Finalement un cocktail public-privé qui fonctionne apparemment très très bien. Est-ce que ce modèle arlésien est peut-être le modèle du futur ? Alors, c'est certainement effectivement vers un partenariat public-privé qu'il va falloir effectivement s'acheminer. Pourquoi ? Parce que la contrainte est pour tout le monde, tous les ministères, et les collectivités locales. On va devoir moins dépenser. Le message a été clair. Alors, c'est pas uniquement pour un point de vue politique, c'est pour des raisons concrètes. C'est qu'on est en déficit excessif depuis 2008, et on est en procédure à cause de ça vis-à-vis de Bruxelles. Donc Emmanuel Macron nous a dit qu'il fallait stopper cette procédure. On est quand même le seul pays avec l'Espagne à être dans cette situation de déficit supérieur à 3%. Tous les autres pays de la zone euro sont dans les clous. Donc là, il faut bien effectivement essayer de rogner dans nos dépenses publiques. Et la culture, bien sûr, en fait partie. D'où l'intérêt effectivement d'aller chercher des partenariats avec le privé pour essayer de maintenir un niveau de culture acceptable par tous. Julie Sorel, il peut y avoir des écosystèmes culturels qui fonctionnent mieux que d'autres ? Bien sûr, il y a des écosystèmes qui fonctionnent bien, où justement la culture permet d'avoir des écosystèmes, parce que là où dans un territoire il y a une implantation culturelle, en général il y a une corrélation positive avec, en termes touristiques, économiques et aussi d'inclusion sociale. Après, moi, ce que je regretterais peut-être avec cette volonté de promouvoir les partenariats publics-privés, même si parfois ils sont nécessaires, c'est que qui dit partenariat privé peut vouloir dire, si une entreprise est mécène, elle va vouloir avoir une certaine visibilité ou une rentabilité, ou les artistes ne seront peut-être plus aussi libres de créer que s'ils ont une subvention publique. Par ailleurs, le mécénat culturel qui peut être très bien est parfois un peu paradoxal, où on a l'État qui va se désengager de subventions publiques, et par ailleurs, des institutions vont être obligées de faire appel à des entreprises privées qui elles-mêmes sont, je crois que c'est à 60% défiscalisées. Donc, indirectement, l'État participe quand même. Donc je pense qu'il faut faire quand même attention à cet équilibre-là. C'est très vrai, il faut un subtil dosage. Autant je suis favorable à encourager le mécénat, c'est d'abord une notion de responsabilité du milieu des entreprises qui développent eux-mêmes des politiques
culturelle en quelque sorte pour aussi tous les salariés, c'est les faire participer aussi à un mouvement pour faire œuvre de culture. Donc il y a quelque chose de très intéressant dans la démarche. Au demeurant, il ne faut pas que ça soit trop déséquilibré. Je pense qu'il faut que les investissements publics restent forts parce que ça permet aussi une forme de stabilité du projet pour la culture. Et, il y a des secteurs entiers. On va parler par exemple des enseignements artistiques ou de l'éducation artistique et culturelle. Je trouve que ça fait partie aussi des politiques des collectivités territoriales et de l'État. Et il faut maintenir un niveau d'investissement public parce que c'est le choix d'une nation. En fait, c'est le choix d'une nation pour sa jeunesse. Et donc, on ne peut pas laisser des pans entiers de politique publique aux seules mains d'entreprises aussi investies soient-elles, avec plein de bonne volonté. Donc, je crois qu'il y a des choix aussi à maintenir, qui sont des choix extrêmement forts et qui témoignent d'une volonté aussi de politique culturelle. Alors, vous l'avez remarqué, on a peu parlé de culture pendant la campagne présidentielle. Pourtant, le nouveau président avait un programme assez clair en la matière. Un de ses objectifs principaux est de démocratiser la culture. Un projet, dit-il, d'émancipation. Quentin Calmet. Pour son premier grand déplacement culturel du quinquennat, Emmanuel Macron était aux rencontres photographiques d'Arles. La culture, un thème sur lequel le président de la République ne s'est pas encore exprimé pour l'heure. Pourtant, dans son document de campagne, l'éducation et la culture sont désignés comme le premier chantier du quinquennat. Avec une mesure phare, le pass culture d'un montant de 500 € à destination de tous les jeunes Français, mais aussi l'ouverture de bibliothèques tard le soir et le dimanche et la généralisation de la culture à l'école. Le rôle de l'État, aujourd'hui, je vous le dis très franchement, c'est en effet, partout où c'est possible, d'ouvrir les bibliothèques. Ça, c'est fondamental. Parce que si vous ne le faites pas, vous ne laissez même pas le privé le faire. Vous laissez des enfants s'enfermer chez eux ou ne pas avoir accès à la culture. Ça, c'est un vrai crime. Ça, c'est un vrai problème. Officiellement, ces promesses tiennent toujours, malgré les derniers cadrages budgétaires. Emmanuel Macron s'était engagé à ne pas enlever 1 € au ministère de la Culture. Il devra finalement économiser 50 millions d'euros. Mais Françoise Nyssen l'assure, cela n'affectera pas le soutien au spectacle, ni les politiques culturelles. Oui, vous l'avez compris, si les collectivités locales se serrent la ceinture, l'État aussi, les ministères aussi, en particulier celui de la culture. Julie Sauret, 50 millions d'euros à faire d'économie. Alors, on l'a dit dans ce reportage, la ministre dit que ça ne changera rien à la politique culturelle française. C'est des problèmes de gestion, de budget retardé, etc. Est-ce que, néanmoins, ça a chauffé à Avignon? On a vu les acteurs, culturels présents en ce moment même au Festival d'Avignon, se regimber, une fois de plus, contre ces restrictions budgétaires. Oui, et je pense à raison, parce qu'il y a quand même quelque chose d'un peu paradoxal, je trouve, dans le discours. Les 5 mesures phares de la ministre sont très intéressantes, en plaçant en premier l'éducation culturelle pour 100% des jeunes, l'éducation culturelle et artistique, démocratisation, etc. Aspects, bien sûr. Mais cette question de la démocratisation culturelle, elle est quand même centrale. Par exemple, il parle de faire appel davantage au privé, mais moi je voudrais comparer par exemple à l'éducation. On sait très bien, on ne se pose même plus la question qu'investir dans l'éducation, c'est au bénéfice de toute la population. On ne questionne pas ça, on ne va pas se demander, même si parfois ça arrive, de faire appel à du privé. Alors que la culture, ça paraît toujours quand même accessoires ou en plus, ou alors même que économiquement, on le sait, des études l'ont montré, le rapport 2013, que ça rapporte beaucoup aussi, mais il y a aussi cette dimension personnelle d'émancipation qui est très peu traitée et qui est liée à la démocratisation culturelle. Pour autant, l'effort qui est demandé là, sur 2017 à la culture, comparé à l'effort qui est demandé à la défense, c'est 50 millions d'un côté par rapport à 850 millions d'efforts à fournir auprès du ministère des Armées. Donc, les budgets globaux ne sont pas les mêmes. Oui, mais la ministre a bien dit que les 50 millions, c'est finalement rien sur un budget de 10 milliards et ça toucherait juste le train de vie du ministère de la Culture. Donc il ne faut pas commencer à crier au loup alors qu'il n'y a pas péril en la demeure. On ne remet pas en cause, d'après ce que j'en ai compris, de ce que nous a dit Emmanuel Macron, même les dépenses culturelles pour l'année prochaine vont être maintenues. Donc il n'y aura pas de réduction drastique du pôle culturel dans les dépenses publiques totales. Il n'empêche un grand volume des budgets de
du ministère de la Culture, ça va aux grandes institutions culturelles. Par exemple, en ce qui concerne, parce qu'il y a les collectivités locales, il faut séparer avec l'État. L'État, la moitié du budget de la culture de l'État va à l'audiovisuel public. Ça, effectivement, c'est une réalité. Mais par contre, il n'y a pas eu de mesures qui ont été annoncées par le gouvernement pour diminuer, effectivement, que ce soit pour les dépenses de culture ou pour les dépenses dans l'audiovisuel public. La ministre a expliqué que ça affecterait avant tout des dépenses de gestion. Mais on voit bien qu'à terme, le risque, surtout avec encore une fois la baisse des dotations aux collectivités territoriales, ça va être certainement une contraction du soutien à tout ce qui est création. Les scènes labellisées, d'ailleurs on l'a vu dans le quinquennat précédent, les baisses très importantes de l'ordre de moins 6% ont avant tout affecté les festivals, la création, les scènes labellisées, parce que finalement les structures fixes, musées, archives, bibliothèques, c'est là où on a, parce qu'il y a des budgets de fonctionnement fixes, qu'on a finalement maintenu les budgets à peu près en l'état. Donc c'est là le vrai risque. C'est un mouvement de fond que vous observez. Oui, c'est pas moi qui l'observe, c'est l'Observatoire des politiques culturelles de Grenoble. Ce sont mes références, mais je crois que Julie Sauret, qui est également une spécialiste, pourrait en dire tout à fait autant. Ce que je voudrais dire, pour rebondir sur ce qu'a dit Julie Sauret, la culture, il faut que ça soit vraiment considéré comme l'éducation. C'est du développement économique, certes, des externalités positives pour une région. Ça permet d'attirer aussi des touristes, nourrir ses politiques. Mais c'est avant tout du développement humain. C'est un investissement pour l'avenir. Ouais. Parce que c'est du développement humain. Et on ne le reconnaît pas assez. Nous, au Sénat, on a introduit les droits culturels dans l'article 1 de la loi création, architecture, patrimoine. Pourquoi ? Parce que les droits culturels, c'est ce qui va permettre d'approfondir la démocratisation. On le sait bien, c'est un peu la reproduction des mêmes publics qui fréquentent les lieux culturels. Et les droits culturels, c'est aller chercher chaque individu dans ce qu'il est, sa spécificité, son origine sociale. C'est aussi aller chercher des gens qui géographiquement peuvent être éloignés de la culture, dans les campagnes. Et les droits culturels, c'est aussi s'intéresser, on viendra rendre un rapport là-dessus au Sénat, aux personnes dites empêchées, handicapées, pour parler ainsi des choses très concrètes. Et je crois que l'absolu devoir aujourd'hui, c'est de s'occuper de tous ces publics. C'est-à-dire, par exemple, faire venir des jeunes de banlieue qui n'osent pas traverser le périphérique, voir les grandes institutions culturelles parisiennes. Voilà, il faut s'occuper de chacun. C'est très important parce que la culture, elle est émancipatrice. Et quand on voit les phénomènes de radicalisation, quand on voit des jeunes en rupture, sans être dans des choses aussi dramatiques, on se rend compte qu'il y a une absence d'éducation et de culture à l'origine. Donc il faut vraiment faire une priorité des priorités. Alors c'est un peu celle d'Emmanuel Macron, il a lancé quelques idées, par exemple l'ouverture des bibliothèques le soir et des bibliothèques le dimanche, un peu comme les magasins. Oui. Est-ce que ça peut fonctionner, ça ? Ça peut fonctionner, mais encore une fois, c'est une annonce gouvernementale, mais qui concerne en réalité les collectivités territoriales, puisque qui gèrent principalement les bibliothèques ou les médiathèques, ce sont les communes ou les intercommunalités. Donc il va falloir trouver un modus operandi avec les collectivités pour porter cette ambition. Moi, je partage l'idée que le livre et la lecture, c'est encore quelque chose d'essentiel. D'essentiel, mais voilà, il faudra faire avec les collectivités territoriales. J'ajoute que cette idée émane de ma collègue Sylvie Robert, sénatrice donc de notre commission, qui a rendu un rapport à la ministre précédente sur cette question de l'ouverture des bibliothèques le soir et le dimanche. Rendons à César ce qui est à César. Alors, parmi les autres propositions d'Emmanuel Macron, dans son programme, en tout cas présidentiel pour la culture, il dit que vouloir maintenir l'effort de l'État, on l'a dit, en faveur de la culture, en contrepartie d'exigences d'efficacité. Qu'est-ce qu'on peut entendre par efficacité en matière culturelle ? Vous voulez répondre ? Emmanuel Macron parle également d'évaluation, d'évaluer les politiques culturelles. Oui, voilà, il faut effectivement... Il est dans cette philosophie. Oui, il est dans cette philosophie dans tous les autres ministères et dans tous les autres secteurs publics. On se rend compte qu'effectivement, il y a pléthore de dépenses. Notre dépense publique, je parle de sujets qui peut-être sont bien éloignés de la culture, mais il n'empêche qu'on est bien obligé de mettre les mains dans le cambouis et voir combien ça coûte. Et au total, en fait, nos dépenses publiques, c'est 56% du PIB.
Donc effectivement, c'est trop, c'est beaucoup trop par rapport à nos autres partenaires européens. Donc il faut rendre la dépense publique plus efficace, c'est-à-dire, je pense que je le paraphrase, faire plus avec moins. Donc il va falloir regarder effectivement l'audiovisuel public. Il y a quelques pistes qui ont été évoquées. J'ai vu en fait la notion de fusionner France Télévisions avec Radio France, ces choses-là, la radio et la télé, voilà, pour essayer ça veut dire vraisemblablement aussi réduire la masse salariale. Oui. L'évaluation des politiques publiques en matière culturelle, c'est quelque chose qui peut vous faire peur? Non, pas du tout, parce que l'évaluation permet d'évaluer les moyens, s'ils sont adéquats ou non, pour atteindre les objectifs. C'est somme toute l'évaluation des contrats d'objectifs et de moyens qui sont élaborés quand on subventionne, d'abord de par la loi, à partir d'un certain montant qu'une collectivité va verser à une structure culturelle, elle doit établir une convention triennale ou un contrat d'objectifs et de moyens. Donc l'évaluation fait partie justement des choses positives et saines. Il ne faut pas voir l'évaluation comme étant une sanction, pas du tout. C'est une façon de mesurer si chaque euro investi est bien dépensé. Donc il faut le vivre comme une chose positive et je trouve que c'est normal, c'est de l'argent public. Donc il faut voir comment cet argent public est justement investi. Alors continuons à parler de démocratisation de la culture. Parlons justement du pass culture. Ça fait partie des propositions d'Emmanuel Macron et je vous propose de l'écouter tout de suite. C'était pendant la campagne présidentielle, c'était en janvier, le futur président lançait cette idée. Écoutez. Je veux à cet égard m'inspirer de ce qu'a fait Matteo Renzi, un pass culturel. Et donc, tous les jeunes à 18 ans auront 500 euros. Pas 500 euros chaque année, je vous rassure, je ne propose pas le revenu universel, même dégradé, mais 500 euros pour la culture. Le jour de vos 18 ans, vous avez 500 euros pour pouvoir acheter des livres, accéder à des contenus culturels sur d'ailleurs une plateforme qui sera gérée par le ministère. C'est ce qu'a fait l'Italie, ça marche formidablement. Voilà, alors cette idée a été confirmée par le Premier ministre Édouard Philippe lors de son discours de politique générale. 500 euros pour la culture le jour de ses 18 ans, c'est une bonne idée ou une fausse bonne idée? Julie Sauret. Moi, je me demande si ce n'est pas une fausse bonne idée. C'est-à-dire, a priori, très bien, parce que ça peut être effectivement le coût d'un prix, d'une pièce de théâtre ou d'un concert peut être parfois rédhibitoire pour des jeunes. Mais pour rebondir sur ce que vous venez de dire par rapport aux droits culturels et au fait d'impliquer tous les publics, moi, je crois qu'il faut que ça aille, si ce pass culturel est mis en place, il faut que ça aille aussi vraiment avec une politique qui est de plus en plus mise en place par les musées, mais pas toujours très bien, pour que les jeunes, par exemple, se sentent autorisés à venir dans les institutions. Il y a eu quelques cas récemment, musée d'Orsay, dont on a beaucoup parlé. Quelques incidents, vous voulez dire? Voilà, des incidents où clairement des jeunes ont été discriminés. Et ça, c'est très problématique parce que... Donc, aussi bien former peut-être le personnel, ou effectivement, peut-être que certains seront plus bruyants, qu'ils n'auront pas les codes, mais en même temps, on n'est pas obligé d'être ultra silencieux dans un musée. Enfin, il y a plein de choses sur lesquelles je crois que les institutions quand même réfléchissent. Le MCC travaille sur mission du 21e siècle pour ouvrir les musées. Donc, pas 500 euros, oui, ça peut être intéressant et ça incitera peut-être certains à aller dans des lieux culturels, mais ça ne sera pas suffisant du tout. Et là, pour le coup, il veut le partenariat privé, parce qu'il finance cette mesure par la générosité des distributeurs et des plateformes du numérique. Il n'a pas fait appel, il ne veut pas faire appel à la dépense publique. Donc derrière, il va falloir effectivement que les partenaires privés ils trouvent leur intérêt pour aller eux-mêmes financer, puisque c'est bien ça, c'est le secteur privé qui en partie prend en charge les 500 euros. Catherine Morin-Desailly. Premièrement, cette idée de passe n'est pas du tout nouvelle, parce qu'elle ne date pas de Matteo Renzi, pardonnez-moi, mais les régions, depuis des années, ont des passes pour les jeunes. Il y a des expériences un peu similaires. C'est pas seulement des expériences, c'est que les régions ont des passes culture pour les jeunes, la plupart des... Mais sous conditions, j'imagine, financières. Pas toujours, mais... Non, mais surtout, ce qui est important, c'est l'accompagnement. Comment on va conduire un jeune qui a un pass culture à aller fréquenter en effet des lieux qu'il n'aurait peut-être pas naturellement tendance à fréquenter pour découvrir la diversité de la culture. Moi, ce qui m'inquiète, mais encore une fois, je ne connais pas le projet, donc je ne peux pas porter de jugement. Ce qui m'inquiète, c'est si c'est confié en effet à des entreprises privées, des plateformes privées.
soyons extrêmement prudents, que les jeunes voilà, ne se voient plus offrir qu'une offre culturelle à partir de plateformes principalement extra-européennes, on les connaît, qui vont véhiculer aussi une culture principalement anglo-saxonne. Je n'ai rien contre la culture anglo-saxonne, je pense que toutes les cultures sont intéressantes et utiles, mais je pense aussi que ce qui est important aussi pour nos jeunes, c'est de découvrir une diversité culturelle, c'est absolument essentiel. C'est dans la charte de l'UNESCO. Et nous avons des politiques publiques ces dernières années qui ont veillé justement à ce qu'on puisse maintenir la diversité culturelle française et européenne. C'est extrêmement important. Donc, voyons un peu comment ça s'organise. Moi, je vous sens vigilante sur je suis très vigilante sur ces questions parce que d'abord, je défends cette diversité culturelle, je défends la francophonie, je défends le plurilinguisme, je défends toutes ces choses-là et je me méfie d'un monde dans lequel les plateformes extra-européennes qui dominent le marché du numérique, dans un monde où on affirme qu'on va organiser l'information du monde. Voilà, c'est ce que dit un fameux moteur de recherche. Donc je suis très vigilante sur l'univers par rapport aux questions d'uniformisation culturelle et leurs risques. En tout cas, il y a une chose que Françoise Nyssen, la ministre de la Culture, apprécie particulièrement dans le programme Macron, c'est cette éducation à la culture. On en parlait à l'instant et on va en reparler. C'est ce qu'elle disait il y a quelques jours lors d'une audition. C'était à l'Assemblée nationale. Écoutez bien. Quand j'ai découvert que la priorité de son mandat, c'était l'éducation et la culture, donc faire une priorité de ce mandat, de le coupler à l'éducation, de chercher à rendre accessible au plus grand nombre et bien d'autres axes sur lesquels je reviendrai, la culture, je trouvais que voilà, il fallait y aller, il fallait remplir cette mission et je vais essayer de le faire. Il m'a aussi dit son souhait de voir, je parle du président, la politique culturelle inspirer l'ensemble de l'action gouvernementale, recréer du lien dans une société souvent fracturée, redonner confiance. Ce sont des termes qui m'importent, qui me touchent, et ça m'a décidé. Voilà, donc l'esprit qui est le mien. Julie Sauret, on a un président de la République, Emmanuel Macron, qui, on le dit, a un bagage culturel, philosophique et bien d'autres choses encore. On a une ministre de la Culture qui vient du monde de l'édition, qui est baignée dans cette atmosphère culturelle. C'est plutôt une bonne chose d'avoir au sommet de l'État des personnages de ce type pour pousser, pour impulser une nouvelle dynamique à la culture ? A priori, oui, et elle a l'air très investie. Mais après, sur cette culture, qu'est-ce qu'on entend par culture ? Parce que durant la campagne, les rares fois où Emmanuel Macron a parlé de culture, c'était une culture quand même assez classique, musique classique, philosophie, pas que, mais toujours pour parler par exemple de la jeunesse, qu'elle se sente autorisée, si aussi les figures qu'on lui soumet ne lui ressemblent pas, si les musées, que ce soit en termes aussi égalité femmes-hommes ou de personnes non blanches qui soient représentées, que ce soit dans les programmes de lycée ou même dans les pratiques, par exemple la flûte à l'école, on pourrait peut-être imaginer, je sais pas, du oud, de l'harmonica, ça coûte pas forcément plus cher, un petit harmonica en plastique qu'une flûte, enfin changer un peu les pratiques culturelles et pour refléter la diversité culturelle du pays aussi. En tout cas, une chose est certaine, c'est qu'Emmanuel Macron, en tout cas, veut remettre l'école, j'allais dire, au centre de l'éducation culturelle de nos enfants. On parle effectivement d'apprendre plus et mieux la musique, on parle d'apprendre plus et mieux les arts divers et variés. J'allais dire, il était temps, depuis de nombreuses années, tous ces pans de l'éducation avaient quitté d'une certaine manière les bancs de l'école publique. Ce qui est très important, c'est que le ministre de l'Éducation nationale et la ministre de la Culture ont déclaré vouloir travailler main dans la main. Parce que ce dont on a souffert toutes ces dernières années, à quelques exceptions près, c'est que ce n'est pas toujours la folle entente entre les deux ministères et surtout la coordination utile et nécessaire pour faire avancer cette grande cause de l'éducation artistique et culturelle. Ce que j'ai noté, c'est qu'il y a cette forte volonté d'avancer. L'éducation artistique et culturelle, précisons que c'est la sensibilisation aux arts et à la culture. Oui. Voilà, c'est par l'école qu'elle peut le mieux se forger, en tout cas. Se forger. En revanche, il y a aussi les enseignements artistiques. Il ne faudrait pas que dans ces politiques annoncées, les enseignements artistiques soient le parent pauvre ou oublié. Parce que ça a été le cas lors de ce dernier quinquennat, à tel point que les lignes budgétaires ont carrément disparu en 2016, au grand dam de tous les enseignants dans nos conservatoires
et dans nos écoles de musique, ils se sont mobilisés et ils ont fait revenir une ligne budgétaire pas à la hauteur de ce qu'elle était. Et on n'a pas résolu cette question des enseignements artistiques. Or, il faut qu'un jeune, aussi modeste soit-il, d'où il vienne, il puisse être sensibilisé d'abord à l'école. Et s'il a envie d'aller plus loin, il faut qu'on lui en donne les possibilités. Mais il faut aussi que ces structures, elles fonctionnent. Et l'État a un rôle à jouer. Ou alors, il faut qu'il organise ce qu'on appelle la décentralisation culturelle de manière effective et qu'il transfère des pouvoirs comme c'est permis par la loi. Encore une fois, dans la dernière loi création, architecture et patrimoine, nous avons ajouté des amendements pour permettre la mise en œuvre de cette décentralisation qui vont faire que, par exemple, certaines grandes régions qui le souhaitent peuvent s'impliquer aux côtés des villes ou intercommunalités et départements dans ces établissements. Il ne faut pas oublier non plus qu'on a besoin d'établissements de référence avec des personnels formés, des adultes formés pour aussi dispenser à la fois l'enseignement et l'éducation artistique et culturelle. Les deux sont très importants alliés. Stéphanie Villers, que ce soit dans les collectivités locales, sur cette question en particulier, ou au niveau de l'État, est-ce que ça vaut le coup aujourd'hui, au XXIe siècle, d'investir dans la culture ? Ça vaut toujours le coup, mais après, faut-il encore en avoir les moyens ? Il faut remettre dans le contexte. Là, on est dans un contexte d'effort budgétaire. Donc, effectivement, on ne peut pas avoir la folie des grandeurs. On peut avoir de belles ambitions et de vouloir avoir nos enfants bien formés et cultivés. Il faut plutôt d'abord essayer de faire au mieux avec ce qu'on a. Et on n'a pas la possibilité, il faut quand même dire la réalité, de dépenser sans compter dans le domaine de la culture notamment. D'où l'intérêt de l'imagination et de la création. C'est devenu à peine 1% du budget de l'État. Il faut quand même aussi être dans des proportions. Non, c'est 10 milliards, donc c'est quand même une somme. Vous comptez l'audiovisuel public dans ces 10 milliards ? Oui. Mais notons que sur tout ce qui est création, établissement culturel, c'est quoi, 3 milliards, même pas 2,9 milliards. Bon, il y a beaucoup de mesures fiscales aussi qui accompagnent le financement de la culture. L'audiovisuel public, c'est le français qui finalement finance la culture directement par la contribution à l'audiovisuel public. Il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas le budget direct de l'État. C'est la contribution à l'audiovisuel public. Autrement appelé redevance. Le budget, c'est d'un côté les recettes et de l'autre les dépenses. Donc finalement, c'est ça. Mais à due proportion, je crois qu'il faut rester proportionné. C'est ça. Maintenant, il y a une situation budgétaire, en effet, que celle de la France. Il est normal que chacun fasse un effort. D'ailleurs, je pense que dans les années écoulées, chacun s'est responsabilisé, y compris les acteurs culturels. Moi, j'ai été frappée de voir que dans nos structures culturelles, il y a eu des efforts conséquents de fait. Il y a eu une prise de conscience, une volonté aussi de mutualiser, de travailler ensemble. Il y a d'ailleurs un nouvel état d'esprit qui est très sympathique de toute une nouvelle génération qui arrive et qui a bien conscience de tout cela, mais qui porte forcément aussi une légitime ambition. Donc, je crois que surtout donnons-nous les moyens aussi de tous travailler ensemble. Comment ça va se passer au Sénat ? Est-ce qu'il y a déjà des textes qui vont arriver, qui sont prévus au calendrier sénatorial pour la rentrée peut-être, en matière culturelle, que sais-je ? Non, rien n'est inscrit donc à l'ordre du jour, mais il y a des sujets un peu brûlants en ce moment, comme la chronologie des médias. C'est un peu technique et je pense qu'on n'a pas le temps de développer, mais il y a quelques sujets un peu sur le feu. Rassurez-vous, on y reviendra à la rentrée. Mesdames, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir pour parler de culture. Dans quelques instants, nous poursuivons le décryptage de l'actualité politique du jour avec, vous le savez, cette opération déminage d'Emmanuel Macron, encore lui, à la recherche d'un nouveau pacte de confiance avec le monde militaire. Cette fois, notre match des idées sur ces premiers mois du quinquennat opposera le politologue Laurent Bouvet à Nicolas Boudot du cabinet de communication Tilder. Vous restez avec nous, bien sûr. Voilà, on a les insignes et les symboles du fait qu'on est en responsabilité maintenant et qu'il y a des missions à remplir. C'est bien parce qu'on peut donner la chance à ces gens qui sont nouveaux. Je pense qu'il faut que ça se régénère un peu, mais il faut un peu d'expérience quand même. J'y crois pas une seconde à leur dynamique. Dégagisme, ras-le-bol, changement d'air. Avec l'élection d'Emmanuel Macron et une Assemblée nationale rajeunie, féminisée, un vent nouveau souffle sur la politique française. Dans cette émission, nous donnerons la parole à ces nouveaux visages de la politique, mais aussi à ceux qui lui ont tourné le dos. Tous présidents, demain à 19h sur Public Sénat.
S'en prendre aux journalistes est-il une condition pour s'adresser au peuple? C'est ce que semble penser Emmanuel Macron, qui tente dans cette campagne d'inventer un nouveau style entre improvisation et envolée lyrique. Quels sont les ingrédients de ce style macronien et comment réagir au cortège des ralliés qui peuvent le banaliser? Cette semaine, nous déshabillons en tout bien, tout honneur, le marcheur de cette présidentielle. Déshabillons-les, samedi à 15h sur Public Sénat. C'était donc bien une opération rabibochage qu'a effectuée aujourd'hui Emmanuel Macron. Plus de 5 heures de visite à la base aérienne d'Istres pour tenter de gommer l'émoi provoqué par la démission fracassante hier de Pierre de Villiers. Une mauvaise passe pour le chef de l'État, 2 mois et demi après sa prise de fonction. Premier bilan d'un début de quinquennat jusqu'ici sans accroc. Sont avec nous pour en parler le politologue Laurent Bouvet, que je salue. Merci d'être avec nous. En face de vous, Nicolas Boudot du cabinet de communication Tilder. Bonsoir. Alors, avant d'entamer notre match des idées, retour tout de suite sur cette visite d'Emmanuel Macron à Istres, où le président avait revêtu son uniforme de démineur. Mounir Soussi. Emmanuel Macron bien décidé à reconquérir le cœur des militaires. Le président a revêtu l'uniforme pour sa visite surprise sur la base d'Istres. Mission, réaffirmer sa volonté d'augmenter le budget des armées dès 2018 et envoyer un signal de cohésion aux soldats. Nous méritons collectivement mieux qu'un tel débat. Je veux que vous ayez les moyens de la mission, d'assurer et d'exécuter la stratégie définie, dans un cadre donné, avec une vraie réflexion capacitaire. Cet acte d'autorité laisse des traces. L'opposition de droite et de gauche fustige le comportement du président et l'onde de choc se diffuse dans les rangs. La lettre d'adieu du chef d'état-major a suscité une vive émotion chez les militaires qui saluent unanimement la dignité du général. Pierre de Villiers a quitté ses bureaux sous les applaudissements du personnel. Alors, messieurs, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette visite à Istres? Est-ce qu'on peut y retenir la vision d'un président qui soudain se trouve confronté pour la première fois de son quinquennat à une vraie grogne, celle des militaires? Oui, une grogne qui est, de manière assez exceptionnelle, publique, visible. Les images que vous avez montrées dans le reportage, notamment celle de la fin, du départ du chef d'état-major démissionnaire sous une haie d'honneur de Ballard, du ministère de la Défense, sous la haie d'honneur de tous les personnels de l'état-major et sans doute un peu plus du ministère, effectivement, est une démonstration du soutien très, très fort dont bénéficiait Pierre de Villiers dans l'armée. Après, la question politique, parce que bon, voilà, c'est fait. La question politique par rapport à la journée d'aujourd'hui et de manière plus large, c'est est-ce que ce premier épisode de tension, où on a un acte d'autorité du chef de l'État qui assume complètement une sorte de conflit ouvert avec le chef d'état-major. Évidemment, le chef d'état-major, c'est lui qui doit partir, il démissionne. On sait qu'il avait été renommé, il faut resituer les choses, par Emmanuel Macron à la fin du mois de juin, pour une année. Il devait déjà partir, il avait été renommé pour permettre d'assurer la continuité par rapport au mandat précédent. Mais le désaccord ne pouvait que se solder par son départ, puisque dans une démocratie, on le sait, c'est le pouvoir civil qui commande aux militaires. C'est ce qu'avait rappelé Emmanuel Macron. Le caractère exceptionnel de ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas qu'il y ait des désaccords entre pouvoir civil et pouvoir militaire, budgétaire, Bercy sûr. Notamment, le ministère des Finances, évidemment le ministère de la Défense, ça c'est courant, comme avec bien d'autres ministères, c'est que ce soit sur la place publique. Ça l'avait déjà été avec Pierre de Villiers, on se souvient, sous le quinquennat de François Hollande, puisqu'il avait déjà publiquement exprimé la nécessité, des besoins, de l'armée, et il avait été soutenu d'ailleurs à l'époque, et à l'époque, le président de la République, François Hollande, lui avait tranché en sa faveur, et en faveur du ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, à l'époque. Donc on est aussi dans la gestion par Emmanuel Macron de la suite d'une relation qui était particulière. Là, il a un nouveau chef d'état-major,
Donc je pense que son idée, c'est de prendre un nouveau départ et surtout qu'il a cette promesse qu'il a faite aujourd'hui d'un budget qui serait le seul budget en augmentation où il y aurait donc des dépenses supplémentaires en 2018. Donc à la dépense dans un contexte qui restera un contexte de rigueur budgétaire. Nicolas Boulot, quelle analyse faites-vous de cette séquence très publique, comme vient de le dire Laurent Bouvet? En fait, aujourd'hui, le président de la République a dû rattraper 2 erreurs de communication. Et 2 erreurs de communication qu'il a lui-même commises. La première erreur, c'est d'avoir publiquement tensé et violemment tensé le chef d'état-major des armées. Oui, pour répondre à finalement une prise de parole du chef d'état-major des armées de l'époque qui était privé, qui était à huis clos dans une réunion publique. Et donc, on a un discours public filmé du président de la République qui répond finalement à un discours complètement privé et pris à huis clos. Ça, c'est une erreur majeure de communication qui a abouti à la démission du chef d'état-major. Et c'est ça que les militaires ont voulu marquer en accompagnant le départ du chef d'état-major des armées. Ça, c'est la première erreur. Et la deuxième, c'est de s'être rendu immédiatement après la démission à une étape du Tour de France en ne prenant pas la mesure du choc que représentait cette démission, une première sous la Ve République. Et donc, ça a marqué une forme de désinvolture par rapport aux militaires. Et donc, cette visite cet après-midi, surprise, et donc organisée finalement... et organisée à la dernière minute, puisque c'était pas à son agenda, ça vient vraiment corriger cette double erreur de communication. Emmanuel Macron ne nous avait pas habitués à ces erreurs de communication ou à des surréactions qui pouvaient entraîner finalement une séquence plutôt ratée pour lui. Et on verra si cette visite permet de fermer la parenthèse. Et pourtant, en termes de communication, Emmanuel Macron avait donné des signes très positifs aux armées. Sa visite à l'hôpital Percy, sa visite au Mali, son élitroyage spectaculaire sur un sous-marin nucléaire. Et même avant cela, le jour de l'investiture, le fait de remonter les Champs-Élysées dans un command-car, c'était un signal. Alors, c'était pour lui un moyen de montrer qu'à même pas 40 ans, il avait une stature de chef des armées, mais malgré tout, c'était aussi un signal positif aux armées qui a failli s'effondrer avant la visite de cet après-midi. Alors, je voudrais qu'on regarde la une du Figaro de demain, qui fait sa manchette sur cet épisode, évidemment, en titrant « Macron, la fin de l'état de grâce ». Vous voyez cette une. Après l'aller-retour sur la fiscalité, le psychodrame Villiers brouille l'image du chef de l'État avant une rentrée difficile, écrit le Figaro. C'est la fin de l'état de grâce, Laurent Bouvet? Est-ce qu'il y a eu un état de grâce, en fait? Là aussi, c'est particulier. C'est-à-dire comme tout ce qu'on a vécu depuis 1 an et demi, c'est très particulier, le début de la présidence Macron. D'habitude, il y a effectivement ce qu'on appelle un état de grâce. L'élection du président de la République, alors dure un temps plus ou moins long selon les cas, mais enfin, le président de la République... et d'ailleurs, le Figaro fait une série sur les étés des présidents de la République élus. Et donc, avec justement le moment, l'été, où les choses se passent plutôt bien, mais aussi les premières décisions difficiles, notamment budgétaires, puisqu'on prépare le budget. C'est le premier budget, le premier projet de loi budgétaire qui se prépare pour la rentrée. Donc, il y a toujours des arbitrages difficiles. Bon. Et Emmanuel Macron a bénéficié de son élection, de l'élection de sa majorité très confortable, sans qu'on ait l'impression qu'il y ait un état de grâce. Il avait annihilé la concurrence, donc ça déjà c'est particulier. Et de la même manière qu'il a annihilé la concurrence, il n'avait pas il n'y avait pas eu de mensonge de campagne. Je crois que c'est ça, c'est ça qui fait l'état de grâce. C'est-à-dire que pendant la campagne, tous ses prédécesseurs, un titre ou un autre, si on ne remonte qu'à Jacques Chirac, on se rappelle de 1995, entre la campagne et le mois d'octobre où il est obligé de faire un 180 degrés pour des questions budgétaires, etc. Et puis Nicolas Sarkozy là, et François Hollande. Et là, Emmanuel Macron avait la particularité qu'il a apprise de sa fréquentation de François Hollande, d'avoir dit dans sa campagne, on peut penser aux ordonnances sur la loi travail par exemple, un certain nombre d'éléments qui commencent à mettre en place, il avait dit ce qu'il ferait. Et donc, tout le monde était prévenu. Et comme l'élection présidentielle s'est déroulée dans les conditions très particulières qu'on sait, finalement, il n'y avait pas de surprise
là-dessus. Et ceux qui jouent l'opposition, les Jean-Luc Mélenchon qui montent au créneau, etc., bon, c'est un théâtre parce qu'ils jouent, ils savent bien qu'ils ne vont pas pouvoir y faire grand-chose, ils jouent au mieux dans leur type de jeu, voilà, mais finalement, ça se passait plutôt bien. Donc, s'il n'y a pas d'état de grâce, est-ce qu'il y a une fin d'état de grâce? En fait, les difficultés commencent à s'accumuler. Mais pour moi, cette question par rapport à l'armée, c'est la question que ça pose, c'est quel type d'autorité exerce Emmanuel Macron? Et est-ce qu'il a besoin, on parlait de sa stature, du command car, de sa descente des Champs-Élysées, la remontée des Champs-Élysées, lors de son investiture, quel type d'autorité il est capable d'imposer? Est-ce qu'il doit en faire trop? Est-ce qu'il doit être jupitérien, puisque c'est le terme qui est employé? Est-ce qu'il doit montrer sans arrêt dans de la communication très particulière ça? Ou alors est-ce que ça peut se faire plus naturellement? Pour le moment, il a dû montrer son autorité. Or, l'autorité, c'est comme la communication. Moins ça se voit, mieux c'est. Nicolas Boudin, on a parlé d'autorité, mais on a parlé, certains ont dit, autoritarisme également. C'est justement l'autorité, quand ça se voit, ça devient de l'autoritarisme, et dans ces cas-là, c'est généralement raté. Pour répondre à la question, je pense qu'il y a eu un état de grâce médiatique, mais qu'il n'y a pas eu un état de grâce auprès de l'opinion publique. Et là, il y a une vraie rupture pour la première fois qui est marquée entre les médias, alors, pour le dire vite, et il faudrait ensuite rentrer dans le détail pour être plus précis, mais entre un univers médiatique qui a plutôt bien accueilli le nouveau président de la République et l'opinion publique qui a beaucoup d'attentes et qui n'attendra pas longtemps, à mon avis. Il suffit de regarder les premières enquêtes d'opinion avant d'affirmer des revendications et d'attendre des résultats. C'est-à-dire que l'opinion publique attend la fin de la séquence de communication et pour passer assez vite dans le dur, dans les réformes et si possible avec des résultats, notamment dans les domaines économiques et sociaux. Les indicateurs sont plutôt bons, mais il faut que les résultats se voient vite, sinon on aura un président de la République en difficulté. C'est-à-dire que cette séquence militaire, disons, doit sonner comme un petit signal d'alarme quand même pour le président. Pour lui, oui, puisque c'est la première erreur véritable dans la séquence de communication qui était la sienne depuis qu'il a été élu. Donc cette séquence-là, elle doit, à mon avis, se clore, se terminer. Ça tombe bien, les vacances sont là, et assez vite, il faut qu'à la rentrée, il rentre dans le dur et sur un chemin de réforme et plus sur un système de communication et d'action comme ça, de carte postale, en utilisant des petites séquences finalement assez distanciées par rapport à ses prédécesseurs. Alors Laurent Beauvais, il y a quand même eu quelque chose qui a déstabilisé cet ordre, j'allais dire établi, que vous décriviez à l'instant, c'est le rapport de la Cour des comptes qui a engendré toutes ces annonces en termes de rognement des budgets de tous les ministères. Ça a peut-être changé la donne. Oui, mais là aussi, c'est un classique. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on a un pouvoir qui arrive et qui découvre. Alors là, c'est déjà beaucoup, mais c'est quelques milliards, mais ça peut être plus important, comme on le sait, ça l'a été dans le passé, qu'il y a un effort supplémentaire à faire par rapport à ce qui avait été envisagé. Et là, on le sait, hein, avec la contrainte des 3%, les fameux 3% de déficit budgétaire qui doivent être respectés, effectivement, il y a eu des décisions qui ont été des décisions qui sont venus, alors non pas en contradiction par rapport à ce qui avait été annoncé, parce qu'il avait toujours annoncé qu'il ferait des efforts budgétaires, 3%, et qu'il y aurait des efforts, mais simplement il y a eu un décalage, puisque il avait aussi annoncé des mesures sur la taxe d'habitation, etc., favorables. Et au début, vous savez que quand il y a eu ces annonces à partir de la Cour des comptes par le Premier ministre, on avait l'impression que les mesures fiscales plutôt favorables seraient repoussées, ce qu'on appelle les dépenses fiscales. Le président de la République a décidé de les mettre en... Donc la tension, quand il va falloir construire le budget à la rentrée et le faire voter au Parlement, ça va être très compliqué, surtout qu'il va y avoir une collision avec la loi travail, et donc sans doute des manifestations des syndicats, d'une partie de la gauche là-dessus. Mais sur l'opinion, et c'est tout à fait juste, effectivement, il y a eu un décalage assez inédit, parce que finalement Emmanuel Macron, il a présenté un programme et il s'est fait élire sans que ce soit
totalement, sans que ce soit majoritaire dans le pays. C'est ça qui est très particulier. La spécificité de sa situation, c'est le morcellement des oppositions, qui ne peuvent pas se coaguler entre elles. Le Front National et France Insoumise ne peuvent pas produire avec les Républicains ou le Parti socialiste. Donc il a un boulevard devant lui pour agir. Et donc il a éparpillé l'opposition. Mais quand on regarde les chiffres dans les enquêtes qui ont été faites depuis d'ailleurs la campagne, on voit par exemple que sur la question européenne, une majorité des Français, et c'est le cas depuis 2005, restent hostile ou disons très dubitatif sur la construction européenne, sur la règle des 3%, sur l'austérité budgétaire, etc. On voit que sur tout un ensemble de sujets, sur les questions, sur la réforme du Code du travail, alors ça dépend des mesures, mais de manière générale, il y a quand même un côté dubitatif. Or, toute une partie de l'opinion, on a l'impression, ne s'exprime pas finalement, et n'est pas représentée d'ailleurs dans le jeu politique. Elle va pouvoir s'exprimer, parce qu'après le discours de cet après-midi, où le président de la République explique que seul le budget de la défense va augmenter, vous pouvez être certain que les représentants des organisations syndicales de tous les autres ministères vont faire en sorte d'obtenir quelque chose d'équivalent. Et donc, on parle de 2018, n'est-ce oui, pas ? Absolument. Mais, et probablement avant. Mais ce qui veut dire qu'à l'éducation nationale, par exemple, dans l'enseignement supérieur, deuxième exemple, au ministère du Travail, troisième exemple, et il y en a comme ça pléthore, et dans la fonction publique en général, vous pouvez être certain qu'ils vont chercher, et ce sera de bonne guerre, à obtenir à peu près la même chose que ce qu'ont obtenu finalement les militaires en compensation de la démission du chef d'état-major. Donc en cela, finalement, c'est peut-être, avec un point d'interrogation, une troisième erreur de communication de la part du président de la République cet après-midi, qui s'est mis peut-être, une fois de plus, dans un corner budgétaire, en annonçant que seul le budget de la défense ou des armées connaîtrait une augmentation par rapport aux autres budgets. On peut déjà imaginer un certain nombre de personnes qui vont chercher, je me répète, mais à obtenir quelque chose d'équivalent d'ici 2018. Et tout se concentrer à la rentrée. À la rentrée, absolument. Ah oui, l'automne va être particulier, va être un moment un peu particulier pour l'exécutif. Ça va être intéressant à regarder. Finalement, c'est le réel qui percute l'action du président de la République en ce moment. Oui, mais moi je pense qu'il s'y attendait. Je crois qu'il n'y a pas de surprise. Oui. Voilà, depuis l'élection et même avant, tout le monde disait l'automne sera. Quand est-ce qu'on a dit en France que l'automne ne serait pas chaud socialement? Donc il y a une sorte de jeu général. Alors là, effectivement, ce qu'il va falloir observer, c'est à la fois donc la loi travail, les manifestations autour de la loi travail. Je pense que la question a quand même largement été épuisée avec la loi El Khomri. C'est-à-dire qu'on est dans une poursuite. Alors, on voit bien que les syndicats, la CGT, FO, le France Insoumise, etc., sont attentistes. Voilà, sont en train de se préparer, mais c'est plutôt pas mal géré en termes. Voilà. Donc, je pense que ça sera pas le point que tout le monde pouvait attendre. Ce qui va se passer, c'est qu'il y aura à la fois, donc, effectivement, ce débat sur la loi travail, et en même temps. Effectivement le budget, c'est-à-dire les discussions sur le budget. Et ça, c'est jamais bon, notamment pour la raison qui était dite tout à l'heure. Et on se rappelle là aussi encore, je citais tout à l'heure, de 1995, on se rappelle que les grandes grèves, je ne dis pas que c'est ce qui va se passer, pas du tout, mais on se rappelle que le plan Juppé, c'était la collision, et c'était ça qui posait un problème, à la fois de la réforme d'un certain nombre donc des régimes spéciaux, des fonctionnaires, des agents publics, etc. Et de la même manière, une réforme en profondeur donc sur d'autres aspects, sur la sécurité sociale, etc. Donc là, on ne peut pas faire... En fait, il ne peut pas y avoir plusieurs fronts. Il est très difficile d'ouvrir plusieurs fronts. Surtout si l'on ajoute... Troisième chose qu'on a dite ce soir. Et ce sera la dernière. La faiblesse de soutien
en profondeur, si vous voulez, avec des racines qui sont en surface, si vous voulez, dans l'opinion. Il n'y a pas de militants, il y a des fans. Votre conclusion. C'est ça, les Français ne soutiennent pas majoritairement quand même. Je ne sais pas s'ils ne le soutiennent pas majoritairement, mais il n'y a pas un socle partisan qui est suffisamment profond et organisé. Ce ne sont pas des militants politiques, ce sont des fans. Et les fans, vous savez, quand il faut aller au combat politique, ils y vont généralement avec moins d'allant que des militants avec une idéologie chevillée au corps. C'est toute l'histoire de la Ve République. Messieurs, j'ai l'impression qu'on aura beaucoup de grains à moudre à la rentrée où on vous accueillera une fois de plus sur le plateau de On va plus loin. Merci d'avoir été avec nous ce soir. C'est la fin de cette émission. C'était la dernière émission d'On va plus loin de cette saison. Merci à toutes les équipes techniques. Merci aux équipes de production. Merci à Lionel, Alex et tous les autres. Très bonne fin de soirée et surtout bonnes vacances. À bientôt. Merci.